Alors, avant d'introduire les participants à cette session, j'aimerais bien contextualiser le problème et les questions que posent ces nouveaux médicaments du cancer. Vous l'avez entendu ce matin, les dernières années sont riches en bouleversements dans la lutte contre le cancer, notamment s'agissant des traitements anticancéreux, des traitements médicamenteux. Ainsi, elles ont été marquées par l'évolution des connaissances en biologie, particulièrement en biologie moléculaire des tumeurs, qui non seulement reclassifient en fragmentant les cancers au-delà de l'organe touché, mais ont également un impact majeur pour le développement des nouveaux traitements. Ces progrès constants dans le domaine du cancer se traduisent par l'amélioration de la survie, on l'a dit ce matin, par la guérison d'un cancer sur 2, et en France, un des meilleurs taux de survie à 5 ans en Europe. Ces résultats résultent évidemment des progrès diagnostiques et thérapeutiques, et on en parlera tout à l'heure, mais aussi de l'ensemble des mesures de prise en charge qui ont été mises en place dans le cadre des plans cancer successifs. Et j'évoquerai 3 points saillants du contexte actuel. Tout d'abord, le grand développement, le grand bouleversement de la chimiothérapie et de la prise en charge médicamenteuse. En effet, si les chimiothérapies conventionnelles ont bien toujours leur place, elles sont en partie responsables des 50% de survie qu'on a noté ces dernières années. On voit poindre des innovations de rupture qui arrivent sur le marché et qui vont profondément modifier la prise en charge générale du cancer. Ainsi, il faut pointer d'une part le développement de la médecine de précision et de ses 2 composantes principales, la multiplication des thérapies ciblées et l'arrivée des immunothérapies spécifiques, la chronicisation de la maladie et de son traitement, et puis le développement des formes orales, et ce développement est dénommé le virage ambulatoire. C'est un vrai virage. Ce sont des changements de paradigme majeurs dans la prise en charge thérapeutique, que ce soit au plan conceptuel, organisationnel, éthique et financier, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, je dirais que ces changements, qui sont déjà perceptibles, très perceptibles, s'inscrivent dans un contexte d'innovation très dynamique et multiple en matière de médicaments du cancer et qui laissent présager des nouveautés qui vont arriver demain. Que note-t-on? Au plan quantitatif, plus de 2000 molécules dans le pipeline de la cancérologie. Au plan qualitatif, des innovations diverses en nature, des innovations de rupture, on l'a dit aujourd'hui, les thérapies ciblées, les immunothérapies spécifiques, mais demain, des vaccins, des médicaments très individualisés de thérapie cellulaire et de thérapie génique comme les CAR-T, mais aussi des nouveaux types de médicaments. On a les anticorps conjugués, les protéines de fusion, les bispécifiques. Demain aussi, la multiplicité des mutations qui vont être identifiées, vous l'avez vu ce matin, par les chercheurs, et qui ouvriront la voie encore plus à de nouvelles molécules ciblées. Le déploiement rapide des nouvelles techniques de diagnostic moléculaire, très fortement soutenues en France par l'INCa, le plan cancer, les 28 plateformes, et qui vont faciliter plus avant le diagnostic biologique qui va guider ces traitements. L'arrivée d'innovations pour des maladies considérées jusque-là comme orphelines, le mélanome, mais aussi l'espoir d'un effet pan-tumeur des immunothérapies qui pourraient agir sur de nombreux cancers. Des stratégies thérapeutiques nouvelles qui associeront entre eux tous ces nouveaux médicaments, source du progrès incrémental dont nous avons besoin en cancérologie, l'accélération du développement des médicaments, de nouveaux types d'essais cliniques, avec pour corollaire des modalités d'accès aux médicaments plus précoces, de plus en plus précoces, impliquant des exigences supplémentaires de surveillance des médicaments après leur commercialisation. Enfin, l'implication de nouveaux acteurs, les professionnels de premier recours d'une part, et les patients eux-mêmes d'autre part, dans la prise en charge en particulier de la surveillance de tous les jours des patients atteints de cancer, notamment du fait des effets indésirables spécifiques de ces nouveaux traitements qu'ils auront à reconnaître et à gérer, et du fait du déploiement de la chimiothérapie orale. Il y a là un enjeu de qualité et de sécurité des prises en charge. Enfin, l'arrivée des nouveaux outils.
On va parler demain, peut-être même déjà aujourd'hui, je pense, des médicaments connectés, et donc de tous ces outils informatiques dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui permettront notamment de mieux gérer la surveillance de ces chimiothérapies orales, par exemple. Et le troisième point que je souhaite évoquer, c'est le bémol que j'ajouterai à cet enthousiasme ambiant sur l'innovation, du fait du coût particulièrement élevé des médicaments anticancéreux. Un coût dont l'escalade est devenue la norme, systématiquement inflationniste. Et ces 20 dernières années, par exemple, le coût mensuel d'un anticancéreux a augmenté de 10% chaque année. Dans le contexte actuel des contraintes financières et compte tenu des prix annoncés, plus de 100 000 $ par an aux États-Unis pour un traitement par immunothérapie spécifique, l'arrivée des nouvelles thérapies de rupture, y compris dans des maladies devenues rares, on parle d'ailleurs de niche buster, et leur impact budgétaire élevé interroge la capacité de notre système de santé, de protection sociale, à en assurer un financement pérenne. Notre pays a toujours rendu les médicaments du cancer disponibles à tous les patients qui en ont besoin. Allons-nous nous heurter à des difficultés d'accès aux médicaments, comme on le note déjà aux États-Unis, où l'on parle de toxicité financière, comme on le note également en Angleterre, en Grande-Bretagne, et M. Hill nous en parlera certainement. Cette question d'ailleurs a conduit et conduit les professionnels de santé, les agences de régulation, les patients, en France, la Ligue contre le cancer, le grand public, à se mobiliser aujourd'hui sur le juste prix des médicaments du cancer. Voilà, l'ensemble de ces questions que je viens rapidement d'évoquer devant vous font, vous le savez déjà, l'objet d'actions très précises du plan cancer, notamment en faveur d'une nouvelle politique du médicament anticancéreux et puis en faveur d'un accès équitable à l'innovation. Elles sont l'essence même de la feuille de route de l'INCa sur le médicament. Et l'INCa vient juste de se doter de cette feuille de route. Et enfin, ce sont ces questions que nos invités vont préciser et discuter avec nous cet après-midi. Nous aurons tout d'abord 2 présentations, suivies d'une série de questions-réponses par, d'une part, M. Andrew Hill, qui traitera des enjeux économiques des nouveaux traitements du cancer, et par le professeur Jean-Yves Blais, qui évoquera les leviers à actionner pour faciliter justement l'accès à l'innovation des nouveaux médicaments du cancer. Puis, nous aurons une table ronde au cours de laquelle il sera débattu de l'accompagnement des professionnels de santé et des patients dans le cadre justement du virage ambulatoire et donc du développement de la chimiothérapie orale. Et cette table ronde, justement, sera... Au cours de cette table ronde, nous aurons les représentants donc, des professionnels de santé et des patients. Mademoiselle Estelle Lecointe, s'agissant des patients. Madame le docteur Martine Rousseau, s'agissant des médecins généralistes. Et puis Monsieur Jérôme Sicard, pour les d'officine. Alors, permettez-moi d'une part d'introduire pour la première session Monsieur Andrew Hill, du département de pharmacologie de l'Université de Liverpool, qui est donc pharmacologue et spécialisé certainement dans les antiviraux jusqu'à maintenant et qui se préoccupe dorénavant aussi des médicaments du cancer. Il a travaillé récemment sur les coûts minimaux de production des traitements du cancer et ses travaux ont été publiés la semaine dernière dans le BMJ. Il conseille la Fondation Clinton ainsi que l'OMS et préside une association qui vient en aide aux enfants atteints du sida en Thaïlande. Monsieur Andrew Hill, s'il vous plaît, merci. Good afternoon, everybody, and thank you for the kind introduction. So there are many articles in leading medical journals now saying that the price of cancer drugs is getting out of control, that prices of cancer drugs at $100,000 per person per year for drugs which might increase survival by 1 month or 2 months are not cost effective, but those prices are still being fixed by pharmaceutical companies that are making billions of dollars in profits every year. And the problem with this is that
certain governments and certain health authorities simply will not pay for these drugs. In the United Kingdom, where I'm from, we have a cancer drugs fund that supplies funding for the most expensive treatments, and we've just withdrawn 16 treatments for cancer from use in the UK because they're so expensive. In the meantime, in the USA, 2/3 of bankruptcies are caused by high medical bills. There's almost no access to the leading cancer treatments in low or middle-income countries. There were 8.2 million cancer deaths in 2012, and the survival from cancer is much worse in these low or middle-income countries. Now, my background is HIV/AIDS. I've worked on HIV for 20 years, and many times I've come to Paris, to Hôpital Pitié Salpêtrière, to meet the team, and it's been an amazing success story. Now, worldwide we have 15 million people taking low-cost generic antiretrovirals, and the survival for HIV has been transformed. It's one of the great medical success stories of our times. Now, I have a research team in the university that looks at the cost of treatments for a whole range of diseases: HIV, hepatitis C, hepatitis B, and in 2015 we started looking at the cost of treatments for cancer. So the research question I'm going to try and answer this afternoon is, can we produce cancer treatments for a much lower cost? Certainly for the simple molecules, which a lot of cancer treatments are. What is the actual cost of production? And the results, as you said, were published last week in the British Medical Journal. Now, just a little bit of history here. If we go back to 1999, the World Bank was saying that the HIV epidemic was not treatable in Africa, that the treatments were so expensive. At the time, a year of HIV treatment, even in Africa, cost $10,000. And the World Bank was saying it's not feasible to treat Africa for HIV, and we have to have bereavement counseling. We have to tell people that, unfortunately, they're going to die of HIV because the cost of treatment is just not feasible. And not many people know this guy. His name is Dr. Yusuf Hamid, and he runs a large generic company called Cipla in India, and he stood up at a very senior meeting of health ministers from Europe, saying that he could make treatment for HIV not for $10,000 a year, but for $365 a year. People thought he was mad. And actually, in the fullness of time, he's been proved wrong. The cost of a year of treatment for HIV is no longer $365. The same treatment now is available for $80, actually 4 times less than he originally predicted. So my research team's worked on HIV and hepatitis for many years, and we've started applying the same methods to treatments for cancer to work out how much it really costs for these diseases. So just as a background, many medicines can be synthesized at low costs, but very few people know what these costs are. Mass production of low-cost antiretrovirals has transformed HIV/AIDS. The survival has improved beyond measure. The basic patents on several key cancer drugs expire within the next 5 years. Once a drug is generic, it's possible to access it for potentially much lower prices than currently charged by pharmaceutical companies. The current costs of cancer are so high that access can be restricted, especially in low-income countries. And as I said before, the costs are so high that we've actually had to withdraw some of these cancer drugs from the Cancer Drugs Fund, so new patients simply cannot access them. So what we use is a website called indiainfodrive.com. Now, on that website, you can see drugs being manufactured, synthesized by high-quality generic companies in India, drugs meeting bioequivalence standards, WHO standards, some of these companies having certificates of good manufacturing practice, and these drugs then being exported from India all over the world. This database shows, for example, the price of 10 kilograms of imatinib exported from India to Israel or to Egypt or to Europe,
and we can see how much each drug costs with the large bulk supplies of what's called API, which is active pharmaceutical ingredient. So the actual drug, when it's sent from India to other countries to be formulated and packaged. We then have equations which we can use to calculate, if we know how much the actual drug costs, then how much it costs to put the drug into tablets, to add what are called excipients, the extra ingredients that make the drug bioavailable, that make it palatable, and then to turn those compounds into tablets or capsules, to put them into bottles, to label them, and then also to have a profit margin of 50% to the generic company so that they can ensure a sustainable supply of that drug to a market. So we've calculated these costs firstly for tyrosine kinase inhibitors, which lose their patents within the next 5 years and so could be mass-produced. Since doing this analysis, we've then looked at a whole range of other drugs for cancer, other simple molecules, and found similar results. So just to introduce the drugs that we're going to talk about this afternoon, so imatinib for CML, the patent in the US has already expired. In Europe, it expires in November of this year. It's a 400 milligram once daily dose. Now, if you buy a kilogram of imatinib from India and have it shipped to France or the US or the UK, the minimum price we found was between $347 and $748 US for a kilogram of imatinib. We've also calculated using the Globocan database the number of people worldwide who would be eligible for imatinib treatment. You need to know how many people are eligible in order to see what the total supply would be needed to treat people worldwide. So around 48,000 people eligible. So erlotinib for lung cancer, pancreatic cancer, patent expiry in 2018, 150 milligram dose. A kilogram of erlotinib costs at the moment $2,500 US. 442,000 people could be eligible for treatment. Sorafenib for sorafenib for renal cell carcinoma, hepatocellular carcinoma, thyroid carcinoma. The patent runs out 4 years from now. 400 milligram dose, a kilogram costs $3,000. 444,000 people would be eligible. If you add the numbers up along the bottom, you get to roughly 1 million people worldwide who could be treated with these drugs if they could be made cheaply. Then we have lapatinib for breast cancer. Patent expires in 2020. A kilo costs at the moment $4,600. What we found for a lot of these TKIs is that the more you produce, the more the cost goes down. So these estimates of $4,000, $3,000 per kilogram can go down quite substantially. We've seen for hepatitis C drugs, the cost of production fall by 70 to 80% just within 1 year as the drugs were expanded and upscaled for treating more and more people. And then finally, dasatinib for CML, patent expires in 2020. The same calculations here and the same volume demand, 52,000 people. So how do we then calculate what it actually costs to make these drugs? Let's take imatinib as an example. So we know that a kilogram of imatinib currently costs between $347 and $746 US when it's sent from India to other countries. You then need to formulate that drug, make it into tablets. You then have a cost per month. You need to add the cost of putting it in a bottle, packaging, very small costs those. And then you have a profit margin to the generic company to keep making it. And then you end up with a final cost for a year of imatinib treatment of between $119 and $199 US. So let's then compare those costs of production with the actual costs charged by pharmaceutical companies in different countries. So first of all, imatinib, as I said, it should be generic in the US, but there's what's called a pay-for-delay agreement, where it appears that Novartis has paid a generic company not to produce it. So the cost is still very high. There's a lot of more information in the news about that. So at the moment, a year's treatment with imatinib
costs in the region of 106,000 US dollars. That same treatment in France cost $29,000. We've published on this that the average cost of treatment of cancer in the US is 3 times higher than a country like France or the United Kingdom. But then you go below that, you go down to, so let's say the cost in France is $28,000. Then you go to Thailand, Russia, Brazil, and now you go down to India. If you go to Delhi and try and buy a year's treatment of imatinib, it'll cost not $28,000 but $790. And even the generic company there is making a profit because the actual cost of production is $159. And then we go through the different tyrosine kinase inhibitors. So erlotinib for lung cancer, pancreatic cancer. It's also called Tarceva, patent expiry in 2 years from now. So if you want a year of treatment from Roche in the US, that's going to cost 79,000 US dollars. And then you go down through the countries. So France is $26,000. That same treatment as a generic in India is $2,000, and the cost of production is $236. We've checked the prices with a leading generic company as well. Sorafenib for renal and liver cancer, $137,000 in the US, $44,000 in France. If you go to India and buy the same drug, $1,300. And the cost of production is about the same for that one. But I think that one will actually come down as its production is upscaled. Lapatinib for breast cancer, we have the same pattern for all of these drugs. So $75,000 in the US, and then a country in Europe, Spain, $35,000. The same drug, currently $4,000, but I think that cost will come down a lot as the production is upscaled. And then finally, dasatinib for leukemia, $136,000 in the US. There are various prices in the US, that's a different story. And then Spain, $35,000, Brazil, $15,000. The same drug is being made for $330,000. So that's the tyrosine kinase inhibitors. We've looked at a whole range of other drugs, and I'll just give you one example, which is pomalidomide, which has just been removed from the Cancer Drug Fund list because it's so expensive. Now, I have a photographer friend, and he photographed 1 year's supply of pomalidomide, which is 1 gram of drug, because the dose is so low, against a matchstick. That's how much drug you need with pomalidomide to treat somebody for a year. The cost to the National Health Service in the UK is £115,000, and the cost of production is £100. So the classic reply to all of this, somebody could say this is not important because pharmaceutical companies need to spend money on research and development. They need to make a profit over and above the production price to fund research. And I wish that was true. I would love it if pharmaceutical companies spent all their money on researching and developing, discovering new medicines. But unfortunately, a lot of cancer research is not done by pharmaceutical companies. It's done by the National Institutes of Health, the Medical Research Council, by the French health research. There are all sorts of different groups who are doing research, contributing to these discoveries. Pharmaceutical companies spend far more money on marketing and advertising than they do on research and development. The pharmaceutical industry has higher profit margins than the oil industry, the gas industry, automobiles, banking, media. It's a very profitable organization or sector. And many pharmaceutical companies use offshore schemes to avoid paying taxes. That's a whole different story. And some pharmaceutical companies, unfortunately, are even funding cancer charities to support the high prices that they're charging. So what is the reaction to this? Now, what we're seeing in the UK now is that if drugs are unavailable, people are making their own arrangements. And we have a problem in the UK where treatments for hepatitis C are not available. We have 200,000 people infected with hepatitis C, and they can only get access to treatment if they have cirrhosis, a more severe form of hepatitis C. So what people are doing, they're going onto the internet
and they're finding suppliers from India, from China, from Bangladesh, and they're importing the drug into the United Kingdom. This is also happening in Australia, in the USA, in Italy, in Mexico, and in the UK, you have a legal right to import up to 3 months' supply of any medicine if it's for your personal use and you have a prescription. So a year of treatment for hepatitis can be bought on the internet for £300, and the same treatment through the NHS is costing £35,000. So more than 100 times the price if you buy it through the NHS. There are websites where people who want to avoid being infected with HIV take a drug called tenofovir or Truvada, which is available through websites in the UK. Gay men are buying the drug online and taking it to prevent them being infected. Again, the price is 90% lower than the price being charged by the pharmaceutical company Gilead that own the patent to the drug. And some websites are already selling low-cost treatments to cancer. I put a website up here, alldaychemist.com. If you type that into your phone, and that website, and you put in imatinib, you can get a month's supply of imatinib from India, supplied within about 15 minutes for about $60. So about $700 for a month's supply of imatinib through the internet. Now, the problem with internet sales is people need to be sure of quality, and there are doctors in the UK that will support UK patients who are taking drugs for HIV or hepatitis C that they buy through the internet. So, just to finish off, there are these tyrosine kinase inhibitors which will become generic within the next 5 years. And once the patent protection has been removed, it should be possible to mass produce these drugs for much lower costs than are currently available in France or in the UK, across Europe, the US. The mass production of these drugs could lower prices to levels in the region of the hundreds or a few $1,000s compared to tens of thousands or $100,000. And mass production of drugs for HIV has saved literally millions of lives over the past 20 years. Why should we just do this for HIV? Why are we not doing it for other diseases like cancer and hepatitis? I think the implications of this research are, first of all, countries need to be very aware of how much they're paying and how much they could save when drugs become generic. It should be available, any drug, once it's available, should be bought at a price close to the cost of production. And we know what those costs are. We're going to continue to publish on these costs for other drugs for cancer. And when one drug is available in a class, it can affect the whole health economics of that class. It's harder to justify a second treatment, which is massively expensive, if the first treatment or the alternative is extremely cheap. The American Cancer Society and the Clinton Foundation are looking at ways of expanding access to treatment for cancer in a range of low-income and middle-income countries. And the World Health Organization added the first TKI, imatinib, onto the essential medicines list when they found out how cheaply it could be made. That was actually preventing the drugs being put onto the essential medicines list, and we hope to add more drugs with the World Health Organization onto this list as we work out how cheaply they can be made. So thanks very much for listening to me this afternoon. Merci beaucoup, Monsieur Hill. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions tout à l'heure, des remarques. Je vais passer maintenant la parole au professeur Jean-Yves Blais, qui est oncologue, expert mondial du sarcome, et qui dirige aujourd'hui le Centre Léon Bérard de lutte contre le cancer, qui va évoquer avec nous les leviers pour faciliter l'accès à l'innovation. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, pour un sujet qui est délicat. Quels sont les leviers à actionner ? Je ne pense pas pouvoir apporter l'ensemble des réponses dans les 20 minutes de présentation, mais j'aimerais évoquer avec vous un certain nombre d'observations qui sont probablement critiques pour essayer de mettre à disposition d'un nombre croissant de patients les bons traitements à la bonne personne. Et si l'on veut résumer les probablement 2 étapes clés qu'il faut entreprendre ensemble,
c'est sans doute considérer qu'on a développé au cours des 10 dernières années, des 15 dernières années, probablement avec un historique plus ancien, une nouvelle vision de la maladie cancer, une vision radicalement différente qui a été évoquée déjà ce matin, cette fragmentation des maladies, qui débouche également sur une fragmentation des thérapeutiques et une prise en charge des patients qui va être radicalement différente de ce qu'elle pouvait être il y a encore 5 ans, alors même que les outils thérapeutiques qui étaient à notre disposition il y a 5 ans servent encore de standard. Donc 2 étapes, nouvelle vision de la maladie cancéreuse, et puis bien entendu, les outils qui sont à notre disposition pour mettre ces médicaments au traitement, au service du traitement de nos patients, avec, là encore, l'interpénétration évoquée également ce matin de la recherche, et notamment de la recherche de transfert, avec la pratique de routine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on regarde les recommandations de pratique clinique, ce qui est en quelque sorte la Bible thérapeutique, comment doit-on traiter tel patient avec tel type de maladie, ces recommandations de pratique clinique sont essentiellement basées sur une vision presque un peu ancienne désormais de la maladie, ancienne en tout cas certainement dépassée par nos perspectives d'analyse moléculaire, et qu'au fond on base toujours nos décisions de traitement sur l'organe d'origine de la maladie et l'examen microscopique. Alors cet examen microscopique de la maladie, il est loin d'être définitivement abandonné. Au contraire, l'examen microscopique reste l'outil pour faire foi du diagnostic de cancer. Mais il est insuffisant. Il est insuffisant et on s'en rend compte pratiquement de manière hebdomadaire. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une revue majeure de science ou de sciences médicales apporte une caractérisation en profondeur des différents types d'un même cancer, tumeur du sein, tumeur du poumon, cancer de la prostate, et puis des cancers beaucoup plus rares. Le paysage qui est en train de s'ouvrir devant nous est donc bel et bien celui d'une fragmentation de maladies qui étaient auparavant réputées fréquentes et qui apparaissent être un assemblage de maladies assez radicalement différentes sur le plan biologique, mais maladies que nous traitons toujours selon les mêmes recommandations de pratique pour beaucoup d'entre elles. Recommandations de pratique qui ne tiennent pas complètement compte de cette nouvelle vision de la maladie où, au fond, les mutations de l'ADN de la cellule tumorale, on s'en souvient, le cancer, c'est une maladie des gènes de la cellule tumorale, ces mutations qui permettent de définir ces cadres nosologiques qui sont ceux dans lesquels on doit traiter les patients ne sont pas toujours intégrés aux recommandations de pratique clinique. Mais par contre, ils sont d'ores et déjà intégrés au programme de recherche clinique. Et c'est bel et bien un des problèmes qui va d'ailleurs se percuter avec la présentation précédente autour du coût et de la complexité de la recherche clinique, que d'observer que, alors qu'il y a quelques années, il était assez logique d'envisager, et même souhaitable peut-être, d'envisager des essais cliniques rassemblant des milliers, voire des dizaines de milliers de patients pour mettre en évidence une différence, nous sommes désormais à un âge assez radicalement différent. Ce sont des niches, des petits groupes de patients qui vont devoir bénéficier de traitements très spécifiques, et c'est bel et bien cela qu'il va falloir développer. Alors la compréhension de l'évolution de la biologie et de notre compréhension de la biologie au service du traitement est assez bien illustrée par différents exemples, et je voudrais tracer avec vous quelques exemples qui montrent la complexité de l'objet maladie et de la prise en charge de cette maladie au sein d'un patient atteint de cancer, avec cette prise en charge globale qui est au centre de nos préoccupations, en observant tout simplement que la maladie cancer a désormais acquis des dimensions supplémentaires de complexité qu'il n'est pas superflu de regarder, qu'il est indispensable de regarder si on veut donner le bon traitement à la bonne personne et au bon moment. Voyons ensemble rapidement ces différents paramètres qui guident le traitement, à commencer bien entendu par la cellule tumorale. Alors depuis une quinzaine d'années, il y a un paradigme, un modèle, un schéma qui est fort, qui est celui de la mutation pilote. Forte, la présence d'une mutation au sein d'une cellule tumorale qui va coder pour une protéine pour laquelle on va pouvoir porter notre impact thérapeutique. On parlait il y a quelques instants des inhibiteurs de tyrosine kinase. Ces inhibiteurs de tyrosine kinase vont être volontiers donnés à des patients dont la tumeur exprime une mutation dans cette tyrosine kinase, dans cette enzyme. Et avec ce type de stratégie, il y a déjà une quinzaine d'années, un des premiers modèles de tumeur solide chez l'homme traité efficacement par un inhibiteur de tyrosine kinase a donné des résultats qui ne sont pas démentis depuis. Alors on augmente avec la thérapeutique ciblée qui est l'imatinib déjà mentionné, l'espérance de vie de manière très considérable. À un temps donné, on le voit, on fait plus que multiplier par 3, mais plus important que cela,
Le devenir de ces patients sur le long terme est quelque chose que l'on n'avait pas avec les chimiothérapies cytotoxiques, et désormais 30 à 40% des patients sont toujours traités par ces médicaments 10 à 15 ans après le début du traitement, alors qu'ils étaient même et qu'ils ont même débuté le traitement dans un essai clinique. C'est des choses que l'on ne voyait pas avec la chimiothérapie. Est-ce que c'est vrai d'une manière générale? Est-ce qu'on peut se servir de ce paradigme-là pour traiter tous les patients avec tous les cancers qui auraient ce type de mutation sur ce gène-là? Eh bien non, malheureusement, puisque lorsqu'on regarde les résultats comparés de ce même traitement à des tumeurs un peu différentes, mais équipées d'exactement la même mutation, les résultats sont très radicalement différents. Bien sûr, il y a un bénéfice, les publications en attestent, mais la magnitude du bénéfice est très différente, et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de manière de prévoir si telle mutation va être associée à telle efficacité juste sur l'analyse moléculaire. Ce serait simple, ça n'est pas le cas. L'analyse histologique est indispensable, et puis surtout notre compréhension biologique échappe à ça. Alors là, on parlait de maladies rares, mais parlons un peu de maladies un peu plus fréquentes. Et cette diapositive que vous pouvez à peine voir nous disait au début des années 2000, cette mutation du gène BRAF, on la rencontre dans 60% des mélanomes environ. Et puis dans 1 à 2% des cancers du poumon, cancer de l'ovaire, cancer du sein, cancer de la sphère colorectale. Globalement, des mutations fréquentes dans certaines maladies, plus rares dans d'autres. Mais rares dans des maladies fréquentes, ça n'est pas si rare, bien entendu. Ces médicaments qui bloquent cette enzyme mutée marchent de manière assez remarquable dans le mélanome. La question qui est donc désormais posée, est-ce que ce traitement qui donne des résultats intéressants, qui a changé les pratiques, qui a établi un nouveau standard pour le traitement du mélanome, peut effectivement être actif dans d'autres pathologies? Plusieurs études commencent à poser cette question dans des études prospectives et montrent qu'effectivement, mais seulement pour certaines maladies équipées de ces mutations, on va avoir un bénéfice de ce traitement. Donc on voit bien que la situation, l'objet devient de plus en plus complexe. On a une cellule tumorale, on a une mutation, on se dit on va donner un traitement pour cette mutation avec un médicament que l'on connaît bien, mais malheureusement, ce n'est pas parce que la cellule tumorale dispose de cette mutation que ça va pouvoir fonctionner. Et en plus, ce paysage qu'on aime faire, les médecins aiment simplifier, parce que la simplification, c'est toujours quelque chose qui permet de faciliter le traitement et les arbres de décision, mais c'est un paysage qui est trompeur, car la majorité des situations sont beaucoup plus complexes, et un grand nombre d'études bioinformatiques récentes, j'en cite une seule, mais de nombreuses disent à peu près la même chose, nous montrent que ce concept de mutation pilote forte n'est pas associé n'est pas constamment observé, que la majorité des cancers sont en fait des cancers équipés de multiples mutations dans des gènes clés, et que c'est la somme de ces altérations des gènes clés qui va entraîner la transformation néoplasique. Ça n'est pas un médicament sur une cible, ça serait plusieurs médicaments sur plusieurs cibles, et toute la complexité émerge tout de suite. Se rajoute à ça l'hétérogénéité. Les cellules tumorales d'un patient ne sont pas exactement les mêmes à quelques millimètres d'écart dans sa tumeur ou d'une métastase à une autre. Cette hétérogénéité, on ne sait pas encore très bien l'apprécier. Peut-être va-t-on pouvoir l'apprécier à travers l'analyse de l'ADN tumoral circulant. De premières études semblent le montrer. L'affaire est en cours. La recherche pénètre la routine clinique. La cellule tumorale est donc un objet beaucoup plus complexe. Mais il n'y a pas que la cellule tumorale qui est un objet complexe, il y a également l'environnement de la cellule tumorale, ce que l'on appelle le stroma tumoral, et particulièrement le système immunitaire. L'immunologie des cancers et l'immunothérapie des cancers a connu des hauts et des bas, surtout des bas au cours des 50 dernières années. Depuis 4 à 5 ans, c'est très nettement des hauts, puisque avec une immunothérapie bloquant les points de contrôle immunologique, ces espèces de points de démarreurs du système immunitaire qui sont bloqués par les cellules cancéreuses, on est capable de restaurer un système immunitaire fonctionnel, capable de reconnaître et détruire la cellule cancéreuse. Dans certains cancers, pas dans tous les cancers, pas dans tous les types de cancers, et de manière encore seulement très partiellement prévisible. Or, c'est un point clé, la thérapeutique personnalisée, c'est la bonne personne, la bonne thérapeutique à la bonne personne au bon moment. Donc cet objet complexe, multidimensionnel, eh bien, également nécessite d'être pris en considération avec non seulement la cellule tumorale, mais également son environnement. Et puis, au-delà de l'environnement, il y a l'hôte, le patient. On sait de longue date qu'on a besoin d'adapter nos traitements en fonction de l'état général, de l'âge, des comorbidités, des traitements associés, de l'observance. On sait peut-être un peu moins, ça commence à émerger,
que notre propre génome individuel, nos caractéristiques constitutionnelles, pas celles de la cellule tumorale, hein, nous-mêmes, notre ADN, contient des altérations individuelles qui permettent de prédire l'efficacité, voire la toxicité de certains traitements. Et ça, c'est une dimension qui commence à intervenir et dont on commence à se servir en routine clinique. La recherche pénètre la routine à un rythme inédit. C'est le sens global de cette première partie. Et pour finir, sur ces paramètres qui guident le traitement, il y a une dimension temporelle qu'on n'avait peut-être pas encore anticipée, ou en tout cas pas assez anticipée, tant il est vrai que les traitements du cancer étaient des traitements qui marchaient, puis dont l'efficacité arrêtait, s'interrompait à un moment donné, on passait à un traitement de deuxième ligne. Le modèle devient beaucoup plus complexe. Certaines et la plupart des thérapeutiques dont on est en train de parler, ces thérapeutiques onéreuses, ces thérapeutiques coûteuses, ces thérapeutiques ciblées, moléculairement ciblées, on voit émerger une résistance qui est clonale. Certaines cellules sont résistantes, d'autres ne sont pas résistantes. Les cellules résistantes évoluent pour leur propre compte. La prise en compte de la temporalité, de la pression thérapeutique qui induit une sélection très simplement darwinienne des clones tumoraux doit désormais être pris en considération. Nous commençons à avoir les outils pour le faire. Ce sont des outils qui nécessitent d'être explorés en routine clinique. La recherche pénètre la routine. Pour résumer cette première partie, je crois que le mot de Valérie mérite d'être repris ici. Ce qui est simple est toujours faux et ce qui ne l'est pas est inutilisable. On peut admettre la première partie. Je crois que la recherche en cancérologie de ces dernières années nous a montré que la deuxième partie de l'assertion était probablement, heureusement, en grande partie erronée. Mais il nous appartient quand même de trier et de mieux comprendre ce qui est complexe. Alors, dans ce contexte-là, on voit que la maladie cancéreuse se transforme devant nos yeux à un rythme absolument inédit, qu'elle se transforme, mais également notre compréhension de la maladie dans sa globalité, l'environnement de la cellule tumorale, qui a un impact thérapeutique, l'hôte lui-même, et puis les variations dans le temps, sans parler de l'hétérogénéité à l'intérieur d'un même patient et d'une même tumeur. Alors, vis-à-vis de ce schéma, on peut noter que finalement on dispose d'outils pour la mise à disposition de médicaments qui ont été remarquablement stables dans le temps, qui sont basés sur une analyse à l'échelle européenne par l'EMA, qui est l'équivalent de la FDA, qui va donner une autorisation pour la mise à disposition du médicament, qui est une première étape. Et puis ensuite, on le sait bien, la deuxième étape, c'est ce médicament qui est autorisé au niveau européen. Peut-il être mis à disposition du patient? Peut-il être remboursé au niveau de l'État? Et à ce moment-là, il y a plusieurs autres organismes, chaque fois différents dans les différents pays, qui vont intervenir et analyser de manière fine, pour leur propre système de santé, le poids, la valeur ajoutée de telle nouvelle thérapeutique par rapport au standard, ou s'il n'y a pas de standard par rapport au fait de ne rien faire, et qui vont ensuite établir un prix du médicament. Nous avons eu la chance ces dernières années de disposer d'un système qui a remarquablement bien fonctionné et qui a permis d'offrir aux patients français des médicaments non seulement rapidement, mais également, car c'est notre système, à tous en même temps, avec une équité d'accès qui était tout à fait remarquable et qui mérite d'être considérée à l'aune de ce que l'on peut observer dans les pays voisins, y compris dans les pays limitrophes. Un certain nombre de dispositifs permettent aux établissements hospitaliers, lorsque les coûts sont particulièrement importants, de venir en soutien pour la prescription de ces médicaments, afin de ne pas pénaliser la santé financière des établissements, ce qui serait évidemment quelque chose de très problématique pour un système de santé qui doit être équilibré. Et en plus de ce système-là, qui met à disposition le patient, on dispose de systèmes qui nous permettent de mettre à disposition le médicament dès qu'on a identifié son activité au niveau de l'EMA, et même lorsque les indications nouvelles, c'est le système de l'ATU, et même lorsque les indications nouvelles surviennent sur un médicament déjà commercialisé, de mettre à disposition de nouvelles modalités d'administration lorsqu'une nouvelle indication se fait jour. Or, on vient de le voir, la présence de mutations retrouvées dans différents types de tumeurs nous laisse penser que l'utilisation d'un médicament pour telle pathologie va entraîner l'utilisation de médicaments potentiellement pour d'autres pathologies. Ceci est effectivement un avantage notable que l'on a au sein de notre système de santé, mais le point clé, et on l'a dit tout au long de cette journée, je crois, c'est la profonde interpénétration de la recherche de transfert et recherche clinique avec la routine de soins. Et nous avons la chance au niveau national de disposer de différents types de soutien, mais notamment au niveau de l'Institut national du cancer, de différents dispositifs qui nous ont permis de mettre à disposition du
patient des outils thérapeutiques précocement grâce à un soutien accru au niveau de la recherche et la création d'un grand nombre d'essais cliniques qui étaient devenus nécessaires par la complexification de l'objet cancer que l'on voyait émerger. Alors, quelques-uns de ces outils que je cite avec vous rapidement ont été clés pour mettre à disposition notamment des médicaments en phase précoce. La labellisation des CLIP, des centres labellisés d'investigation en phase précoce de l'INCa, a été un réel succès, permettant d'obtenir et de développer une recherche clinique de qualité en phase précoce, mise à disposition du patient dans un nombre croissant de sites et sur l'ensemble du territoire national avec des essais pilotés et construits avec des partenaires, y compris des partenaires étrangers, permettant plus précocement de mettre à disposition des médicaments innovants pour un certain nombre de pathologies. Deuxième type d'outil, considérant que la maladie cancéreuse désormais n'était pas un objet uniquement histologique, mais disposait de caractéristiques moléculaires partagées d'une tumeur à l'autre, la mise en place d'un programme accès. Le programme accès permettant un accès sécurisé des médicaments pour des patients bénéficiant d'un même type disposant dans leur tumeur d'un même type d'altération moléculaire, mais dont la maladie ne dispose pas d'une AMM. Ces deux accès, le premier accès crizotinib et le deuxième accès vemurafenib, ont eu un certain nombre de succès. Mais chaque fois dans ces deux protocoles, ils considèrent que différents types de pathologies équipées de mutations similaires peuvent être inclus et bénéficier de ce programme thérapeutique qui, vous le voyez bien, à l'interface entre de la recherche, c'est effectivement de la recherche clinique, mais l'objectif est bel et bien d'identifier, de mettre à disposition du patient des conditions de sécurisation et des conditions d'évaluation qui soient celles que l'on doit exiger dans un tel programme, des médicaments nouveaux qui n'étaient pas à disposition. Couverture du territoire national, recherche associée, puisque l'on se rend compte que la nature même des mutations est très différente du paysage qui était même actuellement disponible et connu dans les programmes de publication dans des revues internationales. Et puis déjà des premiers succès. Gilles Vassal a présenté, qui dans cette salle a présenté il y a quelques semaines au congrès de l'ESMO le premier résultat du programme accès crizotinib, montrant un taux de contrôle tumoral absolument remarquable dans 1%, un peu moins d'1% des cancers du poumon, taux de réponse, durée de réponse remarquable, corroborant ainsi d'autres corpus de connaissances et des publications récemment effectuées. Mais vous le voyez bien, on n'est pas ici dans des essais de phase 3 avec 1000 patients par bras. On est ici sur des petites cohortes qui rejoignent d'autres petites cohortes établies en parallèle, qui permettent de procurer aux patients français le traitement dans un contexte sécurisé, un contexte d'évaluation, et qui permet donc de traiter précocement ces patients. Pour finir, les dispositifs clés, on l'a compris, ce sont des dispositifs qui permettent l'interpénétration de la recherche fondamentale et de la recherche clinique. Cela s'appelle de la recherche de transfert. Nous avons eu la chance avec l'INCa de disposer d'identification de CIRIC, de sites intégrés de recherche innovante en cancérologie, avec 8 sites qui ont été identifiés, qui ont permis le développement de programmes sur lesquels je vais passer récemment, mais qui montrent la dynamique du système. Programme Saphir, qui a été publié également en partenariat avec plusieurs centres. Programme Shiva, permettant de tester ces traitements innovants en comparaison avec les traitements de chimiothérapie classiques. Programme MOST et Profiler, actuellement en cours de réalisation, et là encore multicentriques. Ce sont des programmes ambitieux qui sont orchestrés au sein de ces CIRIC et qui permettent de réaliser une analyse moléculaire d'un grand nombre de patients atteints de ces tumeurs et de proposer des traitements adaptés avec une palette de traitements adaptés qui est croissante et qui croît au rythme que l'on peut attendre au vu des innovations thérapeutiques. Ce sont des méthodologies d'études qui sont originales, qui ne reposent pas sur des standards avec des milliers de patients par bras, mais qui permettent d'identifier, comme on l'a pu le faire avec le programme Accès, un certain nombre de nouvelles pistes thérapeutiques et surtout de mettre à disposition précocement les traitements pour les patients. Pour finir, je dirais qu'on n'est pas à la fin, on n'est même pas au début de la fin, on est à la fin du début peut-être de cette révolution thérapeutique de la cancérologie que l'on observe depuis 4 à 5 ans dans différents domaines avec différents axes thérapeutiques. Et je voudrais conclure en disant que pour faciliter l'accès des médicaments, la première chose c'est d'observer que les cancers sont une pléiade de nouvelles maladies
que l'on rassemblait auparavant dans des maladies réputées fréquentes. Cette fragmentation nosologique aboutit à un certain nombre de nouveaux paradigmes en recherche clinique et que notre pays a de la chance de disposer de multiples dispositifs pour accélérer la mise à disposition, dispositifs qu'il faut absolument préserver, car il ne faudrait pas que la pression financière qui est celle que l'on ressent tous au quotidien aboutisse à dégrader ce système. Et enfin, et je voudrais peut-être conclure là-dessus, cette recherche clinique, elle est essentielle, elle est indispensable, elle est l'interpénétration de la recherche fondamentale, de la recherche de transfert et de la recherche clinique, mais elle n'a de sens que si la mise à disposition du médicament est l'objectif final lorsque le médicament a été démontré actif. Je vous remercie de votre attention.